Et je pense que c'est ce que nous devons retenir d'aujourd'hui sur ce soir. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on discute du thème jeunesse et panafricanisme. Parce que nous avons eu à donner des conférences ici dans le cadre donc, des activités du CPU, où nous avions parlé de l'histoire de nos royaumes, de nos empires, de l'antiquité égypto-nubienne jusqu'au temps contemporain, en passant par les empires du Ghana, du Mali, de remplir son rail. Nous avons eu également à entretenir les étudiants sur le thème de l'histoire générale de la femme africaine des origines à nos jours. Nous avons abordé beaucoup de questions historiques. Parfois, on a le sentiment que lorsqu'on aborde ces questions, on reste figé dans le passé et qu'on ne fait pas de projection vers l'avenir. Ce qui n'est pas vrai, puisque l'histoire, en principe ou par principe, est faite pour nous porter vers l'avenir à travers une compréhension nette, sérieuse et scientifique donc, du passé. Et en abordant donc la question du panafricanisme aujourd'hui, il est question pour nous de réfléchir. Aujourd'hui, cette soirée, nous avons décidé que chaque vendredi soir, nous allons essayer d'échanger autour des questions qui concernent l'Afrique à travers donc, des thèmes panafricains. Jeunesse et panafricanisme. Quelle est la compréhension que nous, en tant que jeunes, nous devons avoir du panafricanisme et quelle est notre responsabilité en tant que jeunes aujourd'hui dans la continuité du combat panafricain que nos pères ont commencé et que nous avons l'obligation de léguer à nos enfants pour qu'on arrive à une situation où il n'y aura plus de combat panafricain, mais où nous vivrons réellement l'esprit panafricain. Voilà un peu l'enjeu. Pour la question et la compréhension du panafricanisme, nous n'allons pas rentrer dans des explications historiques, peut-être que les questions viendront, mais c'est d'entrer dans l'essence et d'analyser en réalité la naissance du panafricanisme. Deux choses fondamentales ont participé à la naissance du mouvement panafricain. Il y a l'identité et il y a l'unité. Il est très important que nous mettons ces deux concepts clés dans notre vocabulaire lorsque nous sommes dans la dynamique ou dans la perspective d'un combat panafricain. Le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Il n'est pas le fait d'Africains d'Afrique, mais c'est le fait d'une élite de la diaspora noire aux États-Unis, en Jamaïque, aux Caraïbes, etc., qui, au 19e siècle, ont pris conscience qu'ils avaient une identité commune. Leur identité commune, c'était qu'ils étaient descendants d'esclaves, ou esclaves pour certains, et qu'ils n'étaient pas humains. N'oubliez pas que le Code noir de 1685, qui disait que les Africains les traitaient comme des moins que rien, comme des animaux, presque proches de l'orang-outan, et avec le Code noir qui a durci de 1724 en son article 40 qui dit que l'homme noir est un bien meuble, donc comme une chaise, on durcit les conditions de maltraitance de l'homme africain à telle enseigne que tous les noirs étaient traités comme des biens meubles, comme je disais. Et de cette souffrance, de cette identité qui était fils d'esclaves et de cette souffrance, il a fallu que les fils noirs africains de la diaspora décident de s'unir. De l'identité de souffrance, de l'identité de condition, il a fallu une unité dans le combat. Donc dès les origines, le panafricanisme donc apparaît comme un mouvement qui est à la fois intellectuel, avec le web du bois à l'époque, qui était culturel, artistique, politique, de solidarité entre les Africains de la diaspora afin de lutter pour le rétablissement, la liberté des peuples africains, des peuples noirs de la diaspora à l'époque. N'oubliez pas que c'est le 19e siècle. Donc l'Afrique en ce moment n'était même pas encore indépendante puisqu'elle était colonisée en ce moment. C'est à travers les congrès. On a eu plusieurs congrès. Il y a eu le congrès de 1900, il y a eu ceux de 1921, etc. Jusqu'au congrès de 1945, on va avoir les informations sur le net, donc on ne va pas trop s'emmerder là-dessus. C'est-à-dire le congrès de Manchester de 1945, que le regard des panafricains a commencé à se porter vers l'Afrique. Donc les combats africains, parce qu'on était dans les luttes de libération, et quand vous regardez 1945, ça rappelle également la naissance du RDA dans les années 45-46. Également, les combats de libération du continent africain se faisaient de plus en plus importants, de plus en plus forts sur le continent. Il fallait justement que les Africains se libèrent sur le continent. Il fallait que la diaspora participe à cette lutte de libération du continent.
Le Ghana prend son indépendance le 6 mars 1957. Nkrumah et Padmore, qui était un des maîtres à penser également du panafricanisme, décident de faire en sorte que le panafricanisme vienne à la maison mère, c'est-à-dire en Afrique. Une fois sur le continent africain, le mouvement intellectuel, culturel, artistique va se confronter à une réalité objective, c'est-à-dire c'est sa mise en œuvre pratique sur le continent africain. Sur le continent africain, nous avons une identité, également des conditions du peuple africain. Nous avons des peuples colonisés qui ont subi la traite des Noirs, qui ont subi le massacre de toute sa population, d'une bonne partie de sa population, qui a connu l'école, qui a travaillé justement à aliéner l'homme africain, qui a fait de lui un étranger à lui-même. Donc il fallait permettre à ce peuple qui avait des conditions, une identité de conditions, de pouvoir se mettre dans une disposition d'unité de résistance, d'unité de lutte. Donc dans la mise en œuvre pratique, donc politique, il va se trouver deux plans, deux mouvements de pensée, deux courants de pensée, très radicaux, très opposés, qui vont se combattre sur le terrain. On a, pour ceux qui connaissent le mouvement de Casablanca, donc avec le Ghana et la Guinée, le Maroc et autres pays, Algérie et autres, et on a le mouvement de Monrovia, ou le groupe de Monrovia, piloté justement par la Côte d'Ivoire, que vous connaissez, pardon, le Libéria, et le Togo, qui a suivi par la suite, etc. Ces mouvements radicaux vont s'affronter, des affrontements quasi violents, des injures, une séparation nette, qui va aboutir justement à un consensus. En 1963, 23-25 mai 1963 à Addis Abeba, où on va mettre en place l'Organisation de l'Unité africaine. Cette organisation a eu naissance, a pu naître, et Nkrumah le disait, que c'est grâce à Haïlé Sélassié qu'il a accepté de faire le compromis pour accepter la naissance de l'OUA. Parce que l'OUA, en réalité, c'est l'antithèse du panafricanisme radical. Le panafricanisme radical des pères fondateurs et de Nkrumah et du groupe de Casablanca, c'était de faire que les pays africains aillent à l'indépendance ensemble. Qu'on crée une unité politique, donc une Afrique unie, un gouvernement politique uni, donc fédéral, un budget fédéral, une armée fédérale et un chef d'État. Donc nous avons une politique commune et nous sommes africains. Il y a le groupe de Monrovia. D'abord un qui n'a pas voulu une rupture radicale avec les anciens colonisés, ce que les autres ne voulaient pas. Deuxièmement, ils ont voulu que chacun aille à l'indépendance individuellement et qu'on puisse établir entre les différents pays des rapports de coopération. Et c'est ce mouvement qu'il a remporté en 1963 à Addis Abeba. Autrement dit, l'OUA que nous célébrons aujourd'hui, donc le petit frère c'est l'UA en 2002, consacre le décès du panafricanisme radical des pères fondateurs, et c'est le panafricanisme de collaboration qui a été mis en place. C'est pour cela que justement aujourd'hui, l'OUA ou l'UA n'est qu'un manchin à la solde des dirigeants ou un syndicat de dirigeants incapables de prendre une décision porteuse qui va dans le sens donc de la libération du continent africain. À partir de cet instant, où nous prenons conscience de ce que l'OUA, donc un panafricain qui fête le 25 mai de l'OUA, n'a pas compris en réalité que fêter l'OUA, c'est nier le véritable combat de libération panafricain. C'est pour cela que je ne fête pas l'OUA, je ne fête pas le 25 mai parce que ça ne rentre pas de mon calendrier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la question se pose donc de savoir quelle est la compréhension que nous devons avoir de manière très simple du panafricanisme. Sortons des gros mots, sortons des gros concepts. Le panafricanisme voudrait dire, premier élément, l'identité. J'ai dit c'est très important. L'identité, c'est-à-dire que nous sommes africains. Autrement dit, que tu sois de la province ou du canton, si vous voulez, du petit village de la Haute-Volta, de Burkina, du Mali, du Niger, de la Guinée, voilà, les enclos coloniaux, nous devons commencer d'abord par penser africain avant de penser ivoirien, avant de penser malien, avant de penser tout ce que vous voulez. Parce que lorsqu'on se retrouve en Occident, on nous traite d'Africains. C'est lorsqu'on arrive ici, et qu'est-ce que les gens disent? Ils disent que nous nous ressemblons tous. Parce qu'on est tous africains, on est tous noirs. Malheureusement, on a tellement mis dans notre tête que nous sommes différents, que nous avons fini par accepter notre différence.
Si tout de suite, je ne vous dis pas à vous que moi je suis burkinabé, personne ne le saura. On est d'accord? Beaucoup me disent que j'ai une tête d'Ani. Et je souris, je dis, ouais, mais toi, tu as une tête de Bissa du Burkina Faso. Tu as une tête de Gorunsi. C'est pour dire en réalité que si nous ne sommes pas capables de dissocier la tête d'un Malien, d'un Nigérien dans une foule d'Africains, c'est parce que nous sommes Africains avant d'être Nigériens, Maliens ou Sénégalais. Mais comme on a fait un lavage de cerveau, une forme de lobotomie, on a échancré notre cervelle et qu'on en a remplacé par une autre, nous sommes programmés. Et donc le paradigme de réflexion nous éloigne. Nous devenons des anti-africains lors que nous épousons les pensées qui viennent de l'autre côté. C'est à partir de ce moment qu'on parle d'impérialisme intellectuel, moral, culturel ou spirituel. On reviendra sur ces concepts. Donc c'est pour vous dire quoi? Que nous devons d'abord commencer par aimer tous ceux qui sont africains. Premier réflexe. L'Africain, c'est mon frère. Quand quelqu'un, un Africain, se fait massacrer en Afrique du Sud, il faut que moi qui suis ici en Côte d'Ivoire ou à Abidjan ou à Ouaga, que je me sente préoccupé. Pendant que les djihadistes bombardent Ouagadougou, on regarde ici tranquillement comme si on n'est pas concerné jusqu'à ce qu'ils aillent allumer Bassam. Et quand ils allument Bassam, on est assis, on regarde. Ils vont alors frapper encore quelque part et on a le sentiment que nous ne sommes que des suivistes de l'histoire. On ne fait qu'attendre que le malheur nous frappe avant de réagir. Alors qu'on aurait dû dès le départ nous organiser ensemble pour mener un combat commun. Donc c'est pour vous dire que nous devons comprendre que d'abord nous avons une identité de conditions. Quel que soit là où nous irons, que ce soit au Japon, en Chine, aux États-Unis, partout, la couleur de notre peau nous rappelle que nous sommes soit africains ou d'origine africaine. Donc nous sommes considérés d'office par ces penseurs pseudo-occidentaux que nous sommes inférieurs à l'homme blanc. Il faut que nous mettions ça dans nos têtes. Que nous sommes inférieurs à l'homme blanc, que nous sommes incapables de penser, que nos ancêtres n'ont rien réalisé et que nous sommes condamnés à être inférieurs et à suivre le cours de l'histoire. Il faut que nous mettions ça. Nous avons cette identité de conditions. Qu'on le veuille ou pas, voilà ce que nous sommes obligés de combattre en tant qu'Africains. Deuxième élément, de cette identité des conditions doit naître nécessairement l'unité dans les combats. Autrement dit, à partir du moment où l'Ivoirien, le Malien, le Sénégalais, l'Africain est traité de la même manière partout sur le sol africain, nous devons travailler à nous battre ensemble parce que c'est ensemble que nous allons réussir à combattre le mal qui nous mène tous. Mais lorsque la Côte d'Ivoire reste dans son enclos, le Burkina dans son enclos, le Niger dans son enclos, et qu'on pense qu'individuellement on peut combattre l'impérialisme, on reviendra sur ces concepts, combattre tous ceux qui sont en train de vouloir nous piller nos ressources ou abattre nos fils, c'est du rêve en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas cohérent parce que la marche de l'histoire ne s'est jamais faite ainsi. Donc nous devons comprendre en tant que panafricains que nous avons une identité de conditions qui nécessite une unité de combat. Donc, que ce soit l'artiste, que ce soit l'homme politique, que ce soit l'écrivain, que ce soit tout ce que vous voulez, dans notre manière de penser et d'agir, nous devons d'abord commencer par penser africain, aimer l'Africain et faire en sorte que l'Africain, où qu'il soit, puisse améliorer ses conditions. Voilà déjà la compréhension que nous devons avoir du panafricanisme et nous répondons à la question 1 qui était de savoir quelle compréhension la jeunesse doit avoir du panafricanisme. Et de cela, nous glissons sur la deuxième partie qui voudrait savoir quel est le lien que nous devons faire entre jeunes et combat panafricain. Autrement dit, quelle compréhension nous devons avoir du combat panafricain. Diop disait dans l'Afrique noire, non pas l'Afrique noire, le dernier, les fondements économiques et culturels de l'Afrique noire précoloniale, de l'Afrique noire, c'est tout simple, voilà, qui est très intéressant, que je vous conseille à lire. Il est très petit, mais il élabore les 14 points très importants. Il dit que la difficulté avec le temps qui passe, c'est que les frontières vont se cristalliser dans la mémoire des uns. Nous aurons à l'intérieur des pays africains des leaders d'enclos qui seront difficilement conciliables. Et ça deviendra un second problème. Autrement dit, aujourd'hui, est-ce que, en termes de leadership, si moi, par exemple, j'impose un leadership à Abidjan, est-ce qu'il est facile aujourd'hui à l'Ivoirien de m'accepter, moi, si mon leadership me permet de libérer l'Africain, mais de prendre le dessus sur des leaders ivoiriens? C'est pas possible, parce que nous avons ces égaux. On n'oubliez pas qu'en 1946, à Bamako, nos aînés ont réussi à nous prouver qu'ils étaient capables d'aller au-delà de ces frontières.
Lorsqu'il devait avoir le congrès de Bamako pour la mise en place du RDA, 18-21 octobre 1946, sur les bords du Djoliba, Houphouët était arrivé la veille et il était dans son hôtel. Philippe Dabo Sissoko, parce que pour ceux qui peut-être ne se rappellent plus, le RDA a été mis en place par Houphouët, Philippe Dabo Sissoko, Gabriel Darboussier, un certain nombre de jeunes, parce que Senghor a rejoint après puisqu'il était dans le PRA, Parti révolutionnaire africain, quand ils étaient en France. Parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient résister pour les conditions de vie des Africains. On leur a demandé quelle est la base légitime de votre combat. Ils ont dit qu'ils reviendront pour créer un parti africain pour pouvoir mener le combat de résistance. C'est comme ça qu'est né le RDA. Mais quand ils se sont retrouvés à Bamako, Philippe Dabo Sissoko, qui était un Malien, était à la place du marché et il était en train de vouloir montrer, parce que vers la fin, il se sentait un peu frustré dans ce mouvement, il montrait aux Bamakois pourquoi il ne fallait pas qu'ils participent au congrès de la mise en place du RDA à Bamako, et il était en train de les démotiver à Bamako, à des Bamakois, donc à des Maliens. Gabriel Darboussier fait appeler Houphouët, il lui dit, mais pendant que tu dors à l'hôtel, ton camarade est en train de démotiver les Bamakois au bord du Djoliba. Il dit, ah bon? Et on expliquait qu'Houphouët était un petit bout d'homme, là, il n'était pas plus grand que moi, et il a sauté, il a accroché, il s'est attrapé sur un véhicule, parce que c'était des dieux à l'époque, et il est arrivé sur la place du marché, et il est monté, il a pris le micro et il s'est fait traduire en Bambara. Et il a expliqué pourquoi il fallait qu'on mette en place le RDA. Et je vous dis qu'il était éloquent à l'époque, d'après les écrits, à tel enseigne que les Bamakois à l'époque ont demandé à leurs propres frères Philippe Dabo Sissoko de se plier aux injonctions du Houphouët-Boigny et de présider le congrès du RDA. Et c'est Philippe Dabo Sissoko qui a piloté et présidé le congrès de mise en place du RDA le lendemain 18 à Bamako. Parce que tout simplement, les Bamakois avaient compris qu'ils étaient au-delà des frontières. Vous imaginez aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un leader malien ou burkinabé qui conteste un leader ivoirien devant le peuple ivoirien, que le peuple ivoirien donne raison au leader qui n'est pas ivoirien et impose à leurs frères de soutenir l'autre. Mais ça, c'est en 1946. Est-ce qu'il y a progrès ou il y a régression dans notre manière de penser? La régression, parce que les frontières se cristallisent de plus en plus et ça éloigne les frères. Lorsque nos camarades sont allés au Burkina, je leur ai dit, prenez le cas et vous verrez que la frontière n'est qu'une pure invention. C'est dans la tête que ça se passe. Vous avez dépassé les frontières sans rien voir. Vous allez voir des Ivoiriens qui sont assis, vous voyez des Burkinabés qui sont assis, des policiers, et puis tu arrives, tu traverses quoi, comme quand tu traverses le corridor d'Anyama ou je ne sais pas où. Mais c'est ça qu'on appelle frontière et c'est à cause de ça qu'on se massacre. Il faut qu'on réfléchisse. Donc aujourd'hui, c'est de dire que doit comporter le combat africain. Comment nous, en tant que jeunes Africains, on doit se mettre dans le combat. D'abord, il y a une chose qu'il faut qu'on intègre dans notre manière de résister. L'Africain aime pleurnicher. On aime pleurer. Tout le temps. J'ai mon professeur coréen, Achouan, qui dit qu'il a fait un constat. C'est un grand professeur que je respecte. Il dit dès qu'il arrive à Abidjan, la seule chose qu'il a constaté, c'est le groupe de mots, nous pleurons, nous pleurons. Chanson Zouglou, nous pleurons. Mais je ne sais pas couper, décaler, nous pleurons. À l'université, nous pleurons. C'est-à-dire, vous pleurez, mais c'est quand vous allez essayer de pleurer puis commencer à travailler. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, il faut qu'on sorte du sentimentalisme et qu'on comprenne que nous n'allons pas sortir de cette situation sans nous massacrer. Il faut qu'on enlève ça, il ne faut pas qu'on zouke. Excusez-moi l'expression pour ceux qui aiment zouker. Mais ce n'est pas à travers, en caressant les choses dans le sens du poil, que nous allons réussir à sortir de cette situation. Pourquoi? Parce que l'industrialisation de l'Occident se fait grâce aux matières premières africaines. Or, nous savons, parce que je suis économiste, l'importance de l'industrialisation dans le développement. Pour ceux qui sont économistes, vous savez que la valeur ajoutée de l'industrialisation est plus importante et plus redistribuée de la pauvreté. Autrement dit, le jour où nous allons commencer à transformer nos matières premières, nous privons les autres de la possibilité de s'industrialiser par nos matières premières. Le jour où le Niger va refuser que la France puisse prendre l'uranium du Niger au quart de son prix, qui représente près de 80% de l'énergie en France, est-ce que vous pensez que les Français ou la France va accepter que le Niger puisse être indépendant et qu'il puisse perdre le privilège de prendre l'uranium du Niger au quart de son prix? Non. Il faut que les Nigériens acceptent qu'ils vont se faire massacrer. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des bases françaises. Vous pensez que c'est pour la beauté des yeux des nègres qu'il y a des bases françaises en Afrique? Il y a 220 forces de FS, forces spéciales à Ouaga. Mais ils sont là. Ce n'est pas pour protéger le chef de l'État, sinon Blaise ne serait pas parti.
On l'a chassé un matin, bon, le soir. Mais il s'est levé le matin et puis il s'est retrouvé sur la route de... C'est un qui s'appelle Papou maintenant, déjà. Bon, ne lui dites pas que je suis là. Hein. On n'est pas copain. Depuis, je ne sais pas s'il me déteste un peu, mais bon, on verra. Donc c'est pour vous dire qu'ils ne sont pas là pour nos beaux yeux. Nous avons également vu ce qui s'est passé ici dans la crise. On a vu la responsabilité de ces gens-là. Ils ne sont pas là pour nous faire du bien. Il faut qu'on intègre cette variable-là. C'est pour dire que si nous voulons nous libérer, si nous voulons changer les conditions dans lesquelles nous sommes, nous devons nous battre. Même pour ta propre vie, quand tu te lèves, pour pouvoir réussir ta vie, il faut te battre. Ce n'est pas pour pouvoir changer l'Afrique que tu n'as pas te battre. Il ne faut pas nous octroyer cela. Donc pour cela, la chose qui est importante, c'est la prise de conscience de ce que nous devons mener un combat et que ce combat sera difficile. Ça n'a pas commencé par nous et ça ne finira pas par nous. Deuxième élément, il faut qu'on se forme sérieusement. C'est très important, la formation. Depuis un moment, pour ceux qui font la recherche, quand vous lisez les documents très importants et très stratégiques pour le développement de nos pays, la plupart des auteurs sont des Occidentaux, des Américains. Vous n'avez pas remarqué? Sur 78 prix Nobel en économie, puisque je sais, il y a 68 qui ont été remportés par des Américains. Ça veut dire que ces gens-là constamment pensent à l'évolution du monde économique. Et c'est les meilleurs. Et il y a 68 qui ont pris 78 dans le monde. C'est pour dire quoi? Ces gars réfléchissent constamment à leurs problèmes et ils en trouvent des solutions, on les prie pour ça. Mais nous, combien d'entre nous? Combien? Est-ce que je ne sais même pas si on dépose même nos dossiers, même pour prix Nobel? Vous voyez? Donc il faut qu'on se forme conséquemment. Aujourd'hui, au niveau de l'armée, la Russie, la Corée du Nord, les gars se forment pour pouvoir être capables de riposter à la moindre attaque. Mais nous, on est assis, c'est avec des petits gars qui sont au feu. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est recycler, prendre 1000 francs, 2000 francs. C'est pas seulement ici, même au Ouaga, ça se recycle. Deuxième élément, dernièrement, quand il y a eu les terroristes à Ouaga, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars étaient là 2 heures, il fallait attendre que les Français viennent pour qu'on intervienne. Ils étaient en face de l'hôtel. Ils attendaient les Français pour intervenir. Pendant qu'ils étaient en train de massacrer nos frères là. C'est pour vous dire quoi? C'est dommage en fait. Donc c'est pour dire que nous devons intégrer la variable que nous devons résister, que nous devons nous former. Nous devons nous former dans ce que nous faisons, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine économique. Nous devons être à la pointe du savoir parce que c'est par le savoir qu'on change les choses. Les Chinois aujourd'hui sont des photocopieuses humaines et ambulantes. Ils arrivent dans un endroit, ils regardent ce que vous faites, ils photocopient, ils reviennent vendre chez vous et puis ils s'en sortent. Aujourd'hui, les gars font la guerre économique. Les gars tentent de pirater le système économique des gens. Tout simplement pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir avoir une dominance économique sur les autres pays. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que nous on fait? À peine si les documents de stratégie de développement émanent des Africains. Quand vous regardez des documents très importants écrits sur l'Afrique, c'est généralement par des spécialistes occidentaux ou américains. On se demande à peine où se trouvent nos auteurs, nos professeurs. Et regardez même souvent quand les professeurs nous envoient nos cours. Regardez même la bibliographie. À peine s'ils se citent, comme si eux ils n'écrivaient même pas. Alors qu'ils ont des mémoires. On n'a même pas cet esprit de nous valoriser, de travailler. Donc ça veut dire que le savoir il est important, il ne faudra pas qu'on s'amuse là-dessus. Parce que imaginez-vous que votre promotionnaire de même âge qu'aux États-Unis, ou en Chine ou en France, a des responsabilités énormes pour son pays. Il a soit des industries, il a soit un vrai salaire, il est capable de diriger son pays. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Tout ce qu'on sait faire peut-être, c'est d'aller zouker, c'est d'aller danser dans un maquis. On est heureux parce qu'on pense qu'on a réussi. On a de l'argent, quand on a des milliards, qu'est-ce qu'on fait? On achète des 4x4, on construit des immeubles. Pendant que les autres sont en train de construire des entreprises, pour embaucher des gens, pour contrôler des systèmes, ils réfléchissent. Si aujourd'hui on ouvre les frontières, nos générations dans les autres pays, américains, japonais, chinois vont nous dominer, vont nous recoloniser, parce qu'ils ont créé les conditions d'être en avance sur nous. Malheureusement, nous on est là, on pense qu'on peut flirter avec le savoir. On est en classe, on nous donne les cours, on écrit à peine, on va composer, le lendemain on a oublié. Parce qu'on pense qu'on est en train d'apprendre pour les autres. Et pendant que les autres apprennent pour nous dominer, nous on a le sentiment qu'on apprend et on apprend pour être dominé. Le savoir ne nous sert pas. Et en Afrique, le savoir sert juste qu'à sortir, passer un concours, avoir un peu d'argent, s'attraper une jolie fille qu'on a guettée depuis le primaire, se marier, aller dans une maison, investir dans des immeubles, avoir un véhicule et puis c'est tout. Donc il faut qu'on commence à changer le paradigme. La manière de penser des Africains doit commencer par changer si on veut changer les choses en Afrique. Et c'est très important et j'insiste là-dessus. Déjà une fois que nous prenons conscience, que nous travaillons à nous former, il faut qu'on arrive à traverser les frontières. C'est très important. L'unité dans le combat, c'est très important. Aujourd'hui, pourquoi je dis cela, l'unité dans le combat? Je serais enfermé
à Ouaga, que je ne pense pas que le CPU aurait pu avoir cette facilité de vous retrouver. À Ouaga, je suis allé, il y a le mouvement Les Jeunes Frères qui avait commencé ce combat 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique. Mais le travail que nous avons fait a permis aujourd'hui de faire de Ouaga un foyer de la résistance panafricaine. Aujourd'hui, à Abidjan, on est en train de travailler et on veut faire que chaque vendredi, on sera là pour que Abidjan ou l'université devienne un foyer du combat panafricain. Et c'est très important. Quand on commence cette sensibilisation, les gens ne croient pas. Les gens pensent que c'est irréaliste. Je vous donne l'exemple simple du mouvement Le Balai Citoyen que nous avons mis en place. Quand on a commencé à mettre ce mouvement en place, c'était une idée assez banale. D'abord, on a commencé par tourner dans les petites villes, les petites provinces, on rencontrait les jeunes, on faisait des conférences, on projetait des films, des documentaires. Qu'est-ce que les gens disaient? Que tout ce que vous dites pour déconstruire nos mentalités, c'est bien. Mais nous, on a besoin de résister, on a besoin d'un cadre de résistance. On fait comment? On s'est rendu compte que, excusez-moi, que dans les différentes provinces du Burkina, il y avait des individualités qui avaient envie de résister, mais parce qu'elles n'étaient pas rassemblées autour d'un idéal commun, constituaient des déchets. C'est-à-dire que la lutte était désordonnée. Et un proverbe africain dit que le balai, lorsqu'il est dispersé, constitue une poubelle. Mais lorsqu'on l'attache et qu'on le lit, il devient un instrument qui nettoie la poubelle. Mais notre rôle, c'était de faire en sorte que toutes ces individualités, pour ne pas que ça constitue une poubelle, que nous réussissions à les rassembler autour de quelque chose qui devient un mouvement qui va balayer et nettoyer la poubelle. C'est pour cela que le mouvement est né, qu'on appelle le balai citoyen. Et quand il est né, au début on nous a dit, même Blaise, aujourd'hui il semble que quand on veut utiliser balai pour balayer dans sa chambre, il n'aime pas parce qu'il est allergique au balai. Ils nous ont dit que le balai est trop petit, qu'on peut utiliser des râteaux, si on le voulait. On a dit c'est pas grave, on va commencer par balai, on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais petit à petit, de sensibilisation à sensibilisation, beaucoup de gens disaient que nous on rêvait. Beaucoup ne pensaient pas qu'on pouvait faire partie d'un système qui avait duré 27 ans. Mais plus on sensibilisait les gens, plus on leur donnait le discours qu'il fallait et plus les gens se mobilisaient parce qu'on avait compris que les gens avaient besoin d'entendre ce discours-là. Et c'est ce qui nous a permis justement de renverser le système. Et les milliers de personnes que vous avez vues là, mais ces gens, c'est des gens que nous avons mobilisés. C'est des gens que nous avons travaillé à rassembler. Et vous savez, la veille, nous avons commencé à faire des tournées parce que ça devenait tellement coincé. Et vous ne pensez pas que vous allez résister panafricain et puis caresser les poils. Excusez-moi l'expression. On est à l'université, c'est ça qui est intéressant. On a commencé à sentir que le taux se resserrait. Les choses devenaient de plus en plus difficiles parce qu'on nous disait qu'on pouvait nous empoisonner. Donc on ne buvait plus dans les gobelets. On ne restait pas dans un endroit longtemps. On n'appelait pas plus de 45 secondes au téléphone. On était obligé d'avoir une attitude de précaution parce qu'on était les leaders des mouvements. Le jeudi 30 octobre, d'abord le 29, on a senti les taux se resserrer, on a pris nos véhicules, nos motos, on a fait le tour de la ville de Ouaga et on disait aux populations que, et on avait les informations, si vous ne sortez pas le 30 et le 31 que le système ne part pas, ils vont nous massacrer et on ne va plus exister. Et ça c'était clair. Le 30 déjà, quand on a fait le premier mouvement qui vers 16 h, on nous avait dit qu'il était tombé, nous on est reparti festoyer. Allez-y sur notre page, vous allez voir. À un moment donné, on nous a dit non, qu'il est en train de reprendre du poil de la bête et qu'il faut qu'on se cherche parce qu'il y avait des gens à notre trousse. On a pris le véhicule, on a voulu se mettre. Avant, on freinait, on rentrait dans les gloglos et puis on buvait la bière. On pensait qu'on ne nous voyait pas, on pensait que Ouaga était grand. Mais ce jeudi nuit, on a compris que Ouaga est petit. Parce que tu ne sais pas où tu as rentré dans Ouagadougou, hein. Excusez-moi l'expression, et puis Blaise n'a pas d'attraper. On a commencé à filmer, on ne se sentait pas en sécurité dans un endroit. On était obligé d'appeler la population à revenir à la place de la révolution pour qu'on puisse veiller, pour qu'on puisse tenir jusqu'au lendemain pour remobiliser les gens. Toute la nuit. Quand on dit avoir le sentiment que la vie ne tient qu'à un fil, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce sentiment-là, d'être assis là et de te dire qu'à tout moment on peut t'enlever et te massacrer et tu espères qu'il fasse jour pour que tu puisses te remettre à résister. On a vécu ça dans la nuit du 30 jusqu'au matin. Le 31, quand on se lève, on a dit si on rate cette journée, on est foutu. C'est pour ça que le 31, la route était encore très rude et c'est pour cela que vous avez vu, il y avait du monde encore plus que la dernière fois. Et Blaise est parti. Mais on a risqué nos vies. On a bombardé le studio de Smokey avec des roquettes. Mais c'est des résistances. Mais c'était le prix à payer pour qu'on puisse avoir une alternance. Chacun peut juger comme il veut ce qui s'est passé.
Mais c'est pour vous dire que quand on veut quelque chose, il faut qu'on se prépare à mourir pour cette chose-là. Comme disait Camus, que la meilleure manière d'être à la hauteur d'une idée, c'est d'accepter mourir pour cette idée. Parce que tant qu'on n'est pas prêt pour mourir pour l'idée pour laquelle on se bat, c'est pas la peine parce que vous êtes des potentiels traîtres. Parce que lorsque les choses vont se corser de plus en plus, il y aura des gens à côté qui vont se retirer et ce sont ces mêmes gens-là qui vont nous trahir. Et c'est pour cela que justement on a la théorie du troisième homme. Si ce n'est pas Mobutu qui massacre Lumumba, c'est Blaise qui va massacrer Sankara. Et c'est ça qu'on constate constamment en Afrique. Et il faut que ça cesse en Afrique. Et pour ça, il faut qu'on commence à sortir des frontières. Pourquoi il faut sortir des frontières? Quand on allume ici, c'est que c'est certainement là-bas. Vous avez vu un peu comment est-ce qu'on s'allumait par alternance politique, alternance de coups entre les deux pays. Quand on massacre Thomas Sankara, on sait d'où ça vient. Et quand on essaie d'allumer Babo ici, on sait d'où ça vient. Et on s'alterne et ça profite à qui? À personne. Ni à ce pays, ni au nôtre, parce qu'à la fin, c'est le citoyen qui est perdant. Quand demain ils vont me massacrer, parce que tout simplement je suis burkinabé, beaucoup d'entre vous qui êtes mes frères aujourd'hui vont pleurer. Mais c'est un système qui nous dépasse, qui fait qu'on se massacre. Beaucoup d'entre vous ont perdu des amis, des camarades pendant cette crise. Que ce soit ivoiriens, maliens, nigériens, mais qui étaient très proches. Mais ça a profité à qui d'entre vous concrètement? C'est pour dire qu'il faut qu'on commence à réfléchir, à comprendre que devant un système qui oppresse, il faut un système alternatif qui l'agresse. Sinon, on n'entre pas dans cette dynamique-là et que nous pensons que les individualités dans les enclos peuvent être des alternatives au combat, je pense que nous rêvons. C'est pour cela qu'il faut mettre en place des systèmes pour résister contre le système qui est en face. Donc, pour ne pas être trop long parce qu'il y aura des questions, j'aimerais dire que le combat panafricain impose à la jeunesse africaine non seulement de prendre conscience de son identité en tant qu'Africain, c'est qu'il voudrait qu'il commence par aimer l'Afrique. Peu importe ce qu'est l'Afrique, il est africain. Si tu veux, il faut t'appeler Bernard. De toutes les façons, tu as soit Nguessan, Bernard, tu as Kwaku, Bernard, tu as soit Kwame, Bernard, je ne sais pas pourquoi je suis en train de citer des Baoulé aujourd'hui. Tu as Lago, Bernard, tu as Yamego, Bernard. Tu es d'abord Yamego, Kwaku, avant de devenir Bernard. Quand un enfant naît d'un père Kwaku, tu descends tout le monde au courant qu'il s'appelle d'abord Kwaku. C'est dans un dictionnaire, dans un film, dans une Bible, dans un Coran, ou je ne sais pas, par inspiration mystique ou quoi, qu'on va lui adjoindre un autre nom qui complète ce qu'il est. Mais quand tu portes Kwaku, Kwaku c'est un héritage, porté par plusieurs Kwaku. Et vous ne savez pas quels sont les pactes que les Kwaku ont signés pour rester Kwaku. Donc quand tu nies Kwaku, tu romps un contrat. Et quand tu romps le contrat, tu te bloques. Et beaucoup d'entre vous sont bloqués dans leur vie et ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que tout simplement, vous avez régné, vous avez rompu le pacte que vos ancêtres ont dû signer en tant que Kwaku, que Kwaku existe. Cherchez la signification de vos noms de famille et vous comprendrez justement la mission qui vous est dévolue. Donc nous avons cette obligation fondamentale de comprendre que nous avons une identité africaine, que nous avons le devoir de chercher, de comprendre et d'intérioriser. Et ensuite de ce combat, de cette identité, nous devons nous unir parce que nous avons une unité de combat que nous devons mener. Et si nous commençons à entrer dans cette dynamique de combat panafricain, vous allez voir que les choses vont se mettre à bouger d'elles-mêmes. Vous allez voir que les frontières vont commencer à bouger. Vous imaginez qu'on industrialise ici et que le marché, on te dit que le marché ivoirien est petit. Comme si la Côte d'Ivoire se suffisait à elle-même. Mais il y a le marché burkinabé, il y a le marché nigérien. Mais parce que les frontières sont opaques, ça fait qu'on est obligé de commercer avec l'extérieur qu'avec le propre frère. Donc je pense que pour le combat africain, il ne faut pas on va se leurrer. Ce n'est pas en zoukant, ce n'est pas en dansant, ce n'est pas en chantant, mais c'est plutôt en travaillant, en nous battant que nous allons réussir à libérer notre mère Afrique et que nous allons pouvoir nous émanciper. Merci. Je vous remercie. Voilà. Oui, c'est vrai. Okay. Et aussi, c'est vrai, déjà, comme les questions vont s'ouvrir, je tiens déjà à féliciter les rares filles qui sont là. Parce que généralement, les filles ne viennent pas dans ces combats. Elles pensent que c'est le combat des hommes. Norbert Zongo disait que quand il y a un combat de résistance, les gens disent que bon, je ne sors pas parce que le problème, ça ne m'intéresse pas, il reste dans sa maison. Et Norbert dit que quand le problème va le chercher dans la rue, il ne va pas le trouver. C'est à la maison, elle va venir le trouver et c'est là qu'il va sortir. Généralement, quand ça chauffe, c'est les femmes qui chargent les bagages en train de se balader avec les enfants derrière. Donc c'est mieux que vous venez à côté, on va résister parce qu'après c'est vous qui allez souffrir.
Je tiens à remercier le club panafricain universitaire. D'abord qu'il faut encourager, j'aimerais que vous applaudissiez le club. Il y a un travail fastidieux, parce que je le sais, la génération Cheikh Anta Diop qui a été créée en 1993, donc il y a 23 ans, a résisté. On nous a traités de tous les noms. On nous a traités de passéistes, on nous a traités de sorciers, de païens, d'anti-chrétiens, anti-musulmans, on nous a traités de rétrogrades, de tout ce que vous voulez. Mais on a résisté. Aujourd'hui, quand vous regardez la toile, de plus en plus, vos camarades burkinabés portent mettre les noms Amoré ou Andoula et tout ça. Il y a un changement de mentalité qui se fait. De plus en plus, les gens sont en train d'accepter le combat panafricain. Je comprends pas. Mais c'est un travail qui a été fait pendant plus de 23 ans. C'est pour dire que c'est un travail fastidieux. Vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur des défis et les difficultés qui se mettent devant eux. Mais il faudra les encourager en déjà participant aux rencontres qu'ils organisent et aussi en vous mettant en mouvement pour changer le continent parce que c'est notre mère, on le veuille ou pas, c'est notre moment. Je vous remercie. Ok, merci grand frère Piga Suleiman, merci pour toutes ces informations que tu viens de nous donner. Je pense que après votre mot, nous sommes encore une fois renforcés dans le combat. Et donc, comme vous le constatez, nous venons de finir avec la première phase de la conférence qui consistait pour le conférencier à présenter son exposé, son speech. Et donc, la deuxième phase consiste à poser des questions ou faire aussi des contributions. Et donc, dans l'Assemblée, si vous avez des inquiétudes ou des zones d'ombre par rapport à tout ce que le conférencier a dit, c'est l'occasion, il y a un second micro, vous prenez le micro et vous posez la question, ou si c'est des contributions et vous les faites ici. Et merci bien. On prend pour la première vague, 5 questions pour la première vague. Donc vous précisez, c'est... Après 40 ans de lutte panafricaine, nous assistons toujours. On constate dans nos universités et dans nos écoles en Afrique l'inadéquation qu'on appelle ça, de l'éducation et nos réalités africaines. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que ce n'est pas une colonisation intellectuelle? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que des docteurs et qu'on appelle ça, des professeurs qui ne mentionnent pas leur nom dans leurs écrits. Et moi, je suis arrivé au campus ici, mais je suis un peu ahuri qu'on appelle ça jusqu'au 21e siècle. On ne fait que nous enseigner une civilisation qui n'est pas la nôtre. Et longtemps, nous avons parlé du panafricanisme. Bon, moi, quand on parle du panafricanisme, excusez-moi du terme, mais bon, pour moi, je pense que c'est une utopie. Parce que des années après la lutte panafricaine, on constate toujours les mêmes, on vit toujours les mêmes réalités, même pire même que ça. Donc aujourd'hui, quand on pose la question du panafricanisme, pour moi, bon, je pense que c'est d'une spéculation vaine, quoi. Voilà, donc c'était une question. Il y a une question, une contribution. Bonsoir, cher ami Piga. J'ai tout fait pour être là. Je pense qu'il y a des moments, des espaces où votre présence doit parler. Et parce que votre absence aussi est brillante. Donc j'ai tout fait pour être là. Excuse-moi pour le retard. J'ai une contribution en fait. Mais ma question, comme elle est simple, que je sais que je ne peux pas reprendre 2 fois la parole. La question elle est simple. En dehors des cadres institutionnels tels que l'Union africaine, on sait qu'ils sont plombés par les manques d'autonomie économique. Selon toi, quelles sont les alternatives à ces institutions-là? La petite contribution que j'aimerais faire, elle est motivée beaucoup plus par l'intervention de notre jeune ami, philosophe. Est-ce que, cher ami, je vais te parler en toute franchise? Ce sont des propos qui me surprennent souvent. Aujourd'hui, le fait qu'un jeune Africain dise que la lutte panafricaniste est une utopie, ce qui d'ailleurs est une erreur puisque l'utopie est une valeur, c'est une victoire pour les oppresseurs. Je vais finir très vite puisqu'on me dit de finir très vite. Aujourd'hui, la question africaine est méconnue des jeunes parce que simplement on ne connaît pas l'histoire. Moi je fais l'histoire, voilà pourquoi je vais prendre cet exemple.
On connaît les États-Unis qui sont très respectables, nous les aimons tous. Mais les États-Unis ont commencé avec 13 États. Suivez l'histoire, 13 États. L'Union européenne que nous aimons beaucoup, l'Union européenne a commencé avec 4 États. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de fédéralisme africain, nos amis disent que c'est une utopie. Chers amis, je termine simplement en disant que à tous nos jeunes africains qui sont là, cette pensée de Cheikh Anta Diop que nous adorons tous, la jeunesse africaine doit s'armer jusqu'aux dents où elle périra. Je vous remercie. Il est pu. Merci à notre très cher combattant, Sosei Roche. Il est journaliste. Il suit beaucoup les activités du club panafricain universitaire depuis près de 2 à 3 ans maintenant. Merci très cher ami pour ta brillante contribution. Je pense naturellement que s'il y a des contributions, on va les faire le plus rapidement possible. 2 minutes, ça suffit pour les contributions. S'il y a naturellement des questions, on va passer aux questions. Je vous remercie. Questions, contributions. Questions, contributions. Bonsoir, chers camarades. Je suis Aboubakar Traoré à l'état civil. Je suis aussi le camarade HP, secrétaire général de l'AGC Cocody. J'aimerais faire une contribution. Ma contribution est la suivante. Le thème d'abord, qui est évocateur, panafricanisme et jeunesse. C'est ce thème-là même, jeunesse et panafricanisme. C'est ce thème-là même qui devait être pour une première, car le combat panafricain a été mené par Félix Houphouët-Boigny et les autres que le conférencier a bien cités quand ils étaient jeunes. Après leurs études en France, ils ont compris que notre peuple était dominé et ils sont venus s'adonner à un combat farouche. Et aujourd'hui, nous jeunes, nous devons prendre le relais. Donc quand je vois une foule de personnes même qui sont arrêtées, ça vous dit que ce combat qui vient de commencer par le CPU est un combat qui portera. Parce que dans 2-3 ans, nous n'aurons plus cette place. Peut-être que cette place même sera petite pour mener le combat panafricain. Je vous remercie. Donc, merci, responsable. Merci pour ta brillante contribution. On continue toujours dans l'élan des contributions et des questions. S'il y a encore des questions, des contributions. Merci. Bon, monsieur le conférencier, si vous me donnez cette prérogative encore, c'est une question. J'aimerais poser la question de savoir. Si nous revenons un peu, qu'on appelle ça, si nous jetons un regard synoptique sur la mort de Mohamed, sur la mort de Mohamed Kadhafi, nous avons constaté l'Union africaine qui a regardé la crise libyenne et constaté même la mort de Kadhafi, mais on n'a pas senti qu'on appelle ça l'aide de l'Union africaine face à qu'on appelle ça l'agression de la France et des États-Unis. Donc, je pose cette question pour savoir, pour dire que le véritable panafricanisme n'est pas ami de la France. Des panafricains qui se disent panafricains et ils sont amis à la France, à l'ONU et aux États-Unis, qui non seulement ont, qu'on appelle ça, leur véritable souci c'est de piller l'Afrique. Donc moi, pour ma part, le vrai panafricain n'est pas ami de la France et des États-Unis. Donc tout panafricaniste qui se lie à ces agresseurs-là, aux pilleurs-là, moi je suis vraiment désolé pour eux, quoi. Mais je pense que ce n'est pas du panafricanisme. Comme tout à l'heure vous avez parlé de l'Union africaine et de l'UA, je pense que c'est une mauvaise organisation parce que on n'arrive même pas à sentir la véritable solidarité entre les États africains. Alors que nous disons que l'Union africaine a été créée dans le souci de fédérer les États africains et la solidarité entre les États africains. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à percer, qu'on appelle ça, cette solidarité. Donc moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que le panafricanisme exclut ou bien fait abstraction de la solidarité? Puisqu'on n'a pas senti ça lors de la crise libyenne et même en Côte d'Ivoire ici, précisément. Merci, monsieur. Merci, très cher ami. C'était une contribution suivie d'une question. Voilà, mais c'est déjà bien.
Voilà, donc, on va donner le micro aux conférenciers, aux très chers conférenciers, pour qu'ils puissent apporter non seulement des réponses aux différentes questions qui ont été posées, mais aussi s'ils peuvent réagir aux différentes contributions que nos camarades ont fait ici. Je vous remercie. Attends, patron, attends, il va poser une question rapidement. Chers conférenciers, je tiens d'abord à vous remercier pour votre intervention. Moi, c'est l'étudiant Kouon Sibaï, étudiant en communication. Je crois bien que le thème que vous avez choisi, jeunesse et panafricanisme, est un thème vraiment poignant. Quand nous voyons aujourd'hui que la société dans laquelle nous sommes est vraiment en train de tourner à la dérive, il faudrait que nous posions une question. Vraiment la question que nous devons nous poser, mais quand est-ce que l'Afrique peut se développer? Et ce thème aujourd'hui, je pense bien qu'à susciter l'intention de ces jeunes que je vois là, doit continuer. C'est-à-dire ce genre de conférence doit continuer parce que c'est à travers ce genre de conférence que nous allons maintenant prendre conscience de l'état dans lequel nous sommes. Car parler de lutte aujourd'hui, vraiment, je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui est un leurre. Car notre frère l'a dit ici, pensez déjà que quelque chose est un leurre, c'est déjà une victoire pour nos oppresseurs. Mais nous devons déjà commencer à prendre conscience de cette lutte que vous êtes en train de mener. Mais en même temps, j'aimerais aussi poser une question pour vous demander. Tout à l'heure, vous avez dit que quand un avion décolle, si jamais son kérosène finit, ne peut plus revenir, mais il doit se ravitailler. Aujourd'hui, nous voyons que l'Afrique a déjà décollé dans le concept de la mondialisation. Et vous, en tant que notre dévancier dans cette lutte-là, comment est-ce que l'Afrique ou la jeunesse africaine aujourd'hui quelles sont les aptitudes que nous devons adopter pour pouvoir militer ou même pour pouvoir aussi éveiller la conscience de la jeunesse pour pouvoir contribuer au développement de l'Afrique? Les insuffisants de cette éducation dans laquelle nous partons tous. Il faut comprendre que deux notions très capitales. Il y a l'éducation en Afrique, je vais aller très rapidement. Il y a l'éducation en Afrique et l'éducation africaine. Nous avons, dans le début, nous avions au départ une éducation dite éducation africaine. Mais lorsque nous rentrons dans l'ère de la colonisation, cette éducation africaine-là a été changée, a été transformée, ou du moins, si vous voulez, a été supprimée, et nous avons assisté à une éducation en Afrique. C'est une éducation qui a été exportée, si vous voulez, transportée. Donc l'éducation, le système éducatif dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est pas une éducation pensée par les Africains. Elle est pensée quelque part dans un laboratoire ailleurs et elle est transportée. Et c'est la vérité, c'est comme ça le système éducatif. Et pratiquement dans tous les pays africains, nous ne sommes pas ceux qui faisons la maquette de l'éducation. Et donc le problème avec cette éducation importée, c'est qu'elle ne répond pas aux besoins. Elle ne prend pas en compte nos réalités existentielles. Si vous voyez un peu, l'éducation est pensée par exemple en France, en fonction des Français, les mots d'existence, les coutumes, les cultures et autres. L'éducation est pensée en fonction de leur quotidien. Et cette éducation-là, elle ne répond pas aux normes africaines. Malheureusement, elle est transportée. Donc l'éducation, au lieu d'être conductrice du développement en Afrique, l'éducation est en remorque. Mais malheureusement, ce que nos dirigeants ne comprennent pas, c'est vrai, l'éducation que nous vivons a ses avantages. Mais dans l'ensemble, elle a cet art parce qu'elle est comme un cœur étranger dans un corps. Pour comprendre le problème avec l'éducation, c'est simple. Vous voyez, vous êtes par exemple, lui c'est mon ami Vincent. Vincent est là, c'est un individu, et on prend un cœur ailleurs. On vient, le cœur de Vincent, on enlève le cœur de Vincent, on remet l'autre cœur là. Le cœur qu'on a mis dans, le nouveau cœur qu'on a mis dans Vincent, c'est comme l'éducation qui vient dans un environnement nouveau.
ce cœur-là n'est pas fabriqué en fonction de sa réalité. Donc ce cœur-là sera incapable d'apporter un développement, sera incapable de lui permettre de se mouvoir véritablement en fonction de sa forme, de sa taille, et ainsi de suite. Et donc c'est cette image-là qu'il faut prendre pour comprendre pourquoi l'éducation en Afrique est vraiment, au lieu d'apporter le développement, elle apporte le retard. Je vais terminer pour mon frère philosophe, qu'il y a un très bon ouvrage de Joseph Kizerbo, le titre Éduquer ou périr, écrit en 1990 aux éditions UNICEF. Éduquer ou périr, c'est un très puissant ouvrage, et le grand frère qui m'a conseillé quand j'ai feuilleté l'ouvrage, je l'ai remis à peine mes amis qui l'ont feuilleté. Très bon ouvrage qui va te permettre de comprendre un peu cette problématique-là. Merci bien. Merci au secrétaire général du club panafricain universitaire. Donc on va tout de suite, sans transition, laisser la parole au conférencier, le très puissant Iga Suleiman, pour répondre aux questions. Ok, déjà merci à mon frère Roche d'être venu. C'est vrai, c'est un camarade de lutte, journaliste, qui nous suit, qui nous accompagne. C'est vrai qu'on ne s'est pas encore vu pour discuter. Bon, on se verra pour échanger par rapport aux perspectives. Déjà, par rapport à ce qu'il a annoncé pour également les formations, c'est très important, comme je l'ai dit. Prendre la parole en public, s'exprimer, convaincre, c'est très important. Et ils ont pu faire l'expérience. Je suis aussi initiateur d'un concours d'art oratoire qui a 4 éditions à Ouaga. Cette année, il y a eu une équipe de la Côte d'Ivoire qui est partie affronter ceux de Ouaga. Je pense qu'il a compris que ce n'était pas assez facile. Et donc, on essaie, à travers des techniques simples, de permettre à la jeunesse qui, lorsqu'elle a quelque chose à dire, qu'elle arrive à le dire facilement, simplement, et qu'elle arrive à convaincre et surtout à capter son auditoire. C'est très important. Donc c'est une formation qu'on va donner le samedi 19. Le prenant attache avec le CPU pour la suite. Mon frère Ferdinand dit, d'abord il constate qu'après 40 ans de lutte panafricaine, il n'y a toujours pas d'adéquation entre l'éducation et la réalité africaine. C'est une réalité, c'est un constat que nous faisons tous. Et donc, pour lui, il attribue cela à une forme de colonisation intellectuelle. Et c'est normal. En fait, c'est justement cela qui nous amène et qui donne justement pourquoi, la raison qui justifie cette rencontre de ce soir. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'on a formaté les gens depuis le départ, depuis le haut. Lorsque, par exemple, vous êtes des adeptes de Montesquieu, beaucoup ne savent pas que Montesquieu était un négrier. Et dans l'esprit des lois, il dit que je n'arrive pas à comprendre que Dieu, qui est si bon, puisse mettre une âme si pure dans un corps tout noir qu'est celui du nègre. Mais il y a des spécialistes en Montesquieu dans vos UFR en philo. On a des gens comme Hegel qui estiment que le nègre est dans l'enfance de l'histoire. Parce que dans un environnement où les conditions d'existence lui donnent l'abondance, il n'est pas capable de s'élever, il n'est pas capable de penser. Beaucoup d'entre vous sont d'accord, il y a des spécialistes de Hegel, les gens même se disent hegeliens. Combien sont spécialistes de Cheikh Anta Diop? On a même des universitaires ici, à l'université de Cocody, qui disent même que la pensée de Diop n'est pas vraie lorsqu'il veut attribuer la paternité de l'Égypte à des Africains. Ça, c'est un noir qui le dit. Mais lorsque, par exemple, des Africains, des Occidentaux, des Français passent leur temps à mentir sur l'histoire de l'Africain, pourquoi lui, cet économiste, ce professeur ivoirien, ne cherche pas à déconstruire la pensée des Gobineau qui dit que nous sommes inférieurs par la race? Mais c'est ce que dit Cheikh Anta Diop, son frère du Sénégal à côté, qui valorise l'Afrique qu'il déconstruit. C'est ça le paradigme, c'est ça la lobotomie, c'est ça l'aliénation. On pense qu'on se fait intéressant en contestant les thèses de Diop, alors qu'il y a des thèses occidentales qui dénigrent l'homme africain. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc nous sommes sortis de notre univers, l'univers qui nous construit, l'univers à l'intérieur duquel nous sommes capables de rationalité, de pensée et de conception. Quand vous prenez par exemple le document de Ngugi wa Thiong'o, Décolonisons l'esprit, je ne sais pas pour ceux qui sont en anglais le lisent, un très bon ouvrage. Il dit que la langue est le mouvement, est l'instrument par lequel on conceptualise, on pense, on crée. L'imaginaire de tous les peuples foisonne et brille. Comment est-ce qu'un peuple peut réussir à créer, à changer s'il ne commence même pas par penser dans sa langue? Je n'ai même pas dit parler sa langue, mais penser dans sa langue. Parce que nous pensons en français et on le traduit dans nos langues, même quand on parle dans nos langues. Alors que nous devons commencer par penser d'abord dans nos langues et parler après dans les autres langues. Mais on ne fait pas souvent cet esprit, ce rapprochement.
Donc il explique en réalité qu'à partir du moment où nous sommes coupés de notre langue, coupés de notre univers, nous sommes coupés justement de la dynamique de transformation. Aucun peuple au monde ne s'est développé avec la langue de l'autre. Faites le tour, voyez les pays industrialisés, les Chinois ont leur langue, ont leur écriture, les Japonais ont leur langue, ont leur écriture, les Coréens, ainsi de suite. Voyez quel est le pays qui s'est développé avec la langue de l'autre et avec la culture de l'autre. Parce que c'est en soi qu'on puise la force pour sortir. C'est pour cela que Joseph Kizerbo dit qu'on se développe. On ne développe pas, on se développe. C'est intérieur. Donc c'est pour dire que ça c'est un constat clair. La question fondamentale c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous allons rester là à pleurnicher ou bien nous allons nous mettre dans le mouvement de transformation de cet État qui est dégradant? Voilà la responsabilité du jeune africain dans le combat panafricain. Autrement dit, est-ce que tu te satisfais dans cette condition de sous-développé? Est-ce que tu te satisfais dans une classe où à longueur de journée on te cite des auteurs qui n'ont rien à voir avec ton univers intellectuel ou socio-culturel? Mais toi, quand tu sors de cette université-là, qu'est-ce que tu fais? À quoi est-ce que tu consacres ton temps? À draguer? À boire une bière? À écouter de la musique? Est-ce que tu essaies de t'évader de cet univers qui t'aliène pour te libérer de ton esprit? C'est dans ce même circuit que j'ai bossé. Mais j'ai réussi à m'échapper. C'est-à-dire que chacun individuellement a la possibilité de s'échapper. Il faut qu'on s'échappe, que le système n'arrive pas à accaparer tous les jeunes africains. C'est comme ça qu'on peut réussir à combattre ce système-là, en le connaissant de l'intérieur. C'est ça le plus important. Donc c'est pour te dire que nous ne devons pas pleurer, nous devons agir. Deuxième élément qui est fondamental, il pose la question de savoir si le panafricanisme est une utopie. Est-ce que ce n'est pas un rêve? Quand on regarde la situation autour de nous, etc., patati, etc. La question fondamentale, ce n'est pas de savoir si le panafricanisme est un rêve. La question, c'est de savoir est-ce que le panafricanisme n'est pas un rêve qu'il faut réaliser. Voilà la question fondamentale. Beaucoup d'entre vous ici, certains ont à peine 500 francs pour bouffer, mais ils rêvent d'avoir des véhicules. Vous rêvez de vous retrouver à Cocody Centre, dans les grandes maisons. Est-ce parce que tu rêves que c'est utopique? Est-ce parce que tu le veux que tu dois dormir? Non. C'est apparemment peut-être difficile, mais ce n'est pas impossible, parce que c'est un objectif, c'est un idéal, c'est ce vers quoi tu dois tendre. Donc lorsque tu es dans la dynamique de la résistance, il faut identifier clairement ce pourquoi on veut se battre, notre mission, et on se bat pour. On ne demande pas que notre génération accomplisse le combat, mais que notre génération ne soit pas celle-là par qui le combat va s'arrêter. Nous devons être les héritiers de toutes les luttes passées, parce que nos enfants doivent continuer le combat jusqu'à ce que nos petits-enfants s'affranchissent de cette domination. Donc le plus important, c'est de savoir est-ce que ce pourquoi on veut se battre est juste. C'est ça qui doit nous tirer vers le haut, et rien d'autre. Un autre élément, par rapport à l'Union africaine et à l'OUA, et il dit qu'il n'y a pas eu de solidarité par rapport à Muammar Kadhafi, donc il aimerait savoir si la solidarité ne fait pas partie du panafricanisme. Mais je l'ai bien précisé dès le départ que l'OUA et l'UA, en réalité, ont consacré la mort du panafricanisme radical des pères fondateurs. C'est pour dire que ce que vous avez aujourd'hui n'est qu'un machin, un manchin entre des syndicats de présidents. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait pour rejoindre nos frères ici? Quelle alternative on pose? C'est pour cela qu'il faut qu'on travaille à être brillant pour récupérer ces institutions. Il faut faire en sorte aujourd'hui que le président de la République chez nous soit panafricain. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut qu'on descende non plus dans le panafricanisme intellectuel, culturel, artistique, mais il faut qu'on aille vers le panafricanisme politique. Il faut qu'on commence à créer des partis panafricains politiques pour pouvoir prendre le pouvoir et gérer le pouvoir. C'est la seule issue. Parce que tant qu'on n'aura pas un président, lorsque Thomas Sankara prend le pouvoir en 1983, et qu'il a été rectifié par son camarade en 1987, parce que je vous dis, nous sommes les spécialistes des coups d'État. De 1980 à 1990, on a fait 4 coups d'État. 4. Au Burkina. Non, on est spécialistes. On n'a jamais changé de président sans l'allumer. En 1966, on a allumé Maurice Amego. En 80, on a allumé Lamizana. En 82, Cézerbo. En 83, comment il s'appelle, Jean-Baptiste Ouedraogo. En 87, on a allumé Thomas Sankara. En 2014, on a chassé l'autre. Bon, même président de la transition, on a fait coup d'État. Donc, c'est pour dire que nous, on a habitué. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des situations que nous vivons. Donc, c'est pour dire que nous disons, comme ça qu'il arrive, un président panafricain.
Il a une conscience panafricaine et il a une conscience nette de la mission qu'il doit accomplir. Regardez ce qu'il a fait au Burkina en 4 ans. Il a doublé le taux de scolarité. Il a rendu le pays autosuffisant alimentaire au Burkina Faso en 4 années. Alors qu'en 1914, déjà, on connaissait une grande famille au Burkina Faso. C'est ce qui a vu même la naissance du Sénégal. Donc, c'est pour vous dire quoi? Et lorsqu'un président panafricain arrive à la tête d'un État africain, il est capable de faire bouger les choses. Malheureusement, il était seul. Et il s'est fait zigouiller. Mais si nous avions des partis panafricains qui portaient des leaders panafricains qui gouvernaient en même temps. Vous imaginez si on avait Thomas Sankara et qu'au moment où Sankara gérait au Burkina Faso, qu'on avait Lumumba qui était au Congo et qu'on avait au moins dans la sous-région 5 leaders panafricains qui se côtoient, qui discutent et qui pensent l'avenir de l'Afrique, qui peuvent faire contrepoids contre les présidents réactionnaires. Vous êtes d'accord avec moi que les choses vont bouger? Donc il faut qu'on commence à faire en sorte que ces présidents révolutionnaires prennent le pouvoir. Que les présidents révolutionnaires puissent, ou des révolutionnaires puissent commencer à entrer dans les institutions comme l'Union africaine, la CEDEAO, la BCEAO, etc. pour qu'on puisse changer les choses. Vous vous imaginez que déjà, aujourd'hui c'est le 11, donc le 10, donc c'était hier, le gouverneur de la BCEAO, parce qu'il touche pas moins de 10 millions de francs CFA par mois, sans compter tous les frais à côté, dit que le franc CFA est bien pour l'UEMOA. Timoko, c'est un Ivoirien, là, il bouffe bien, il a 10 millions chaque mois, sans compter les avantages. La BCEAO est budgétivore. Mais il n'est même pas. Et il dit que c'est une monnaie africaine pour les Africains. Alors que le franc CFA est fabriqué même à la chamalière, même pour fabriquer le CFA même. Au lieu de le fabriquer même déjà en Afrique, on a des difficultés pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Donc il faut que nous, au niveau de l'Afrique, il y ait une élite intellectuelle qui montre qu'on est capable de gérer notre monnaie. Il faut qu'au niveau de la BCEAO, il puisse arriver quelqu'un qui puisse être révolutionnaire. Mais pour avoir un gouverneur révolutionnaire à la BCEAO, il faut un président révolutionnaire en Côte d'Ivoire, puisque c'est le président ivoirien qui va le nommer. Le vice-gouverneur, il est de Burkina. Il faut aussi un révolutionnaire. Donc ça veut dire que c'est une chaîne. Donc la finalité, c'est cela. Mais pour qu'on puisse changer, il faut un mouvement de masse. C'est pour ça que Marcus Garvey parlait du panafricanisme de masse. Il faut que les individualités, on ne se contente plus de dormir dans nos cités. Il faut qu'on descende, poser les vraies questions pour qu'on puisse avancer. Mais si on ne pose pas les vraies questions, on va passer toujours à côté de la réalité et on va penser qu'on est maudit. Non, c'est parce qu'on ne mène pas le vrai combat, mon frère. Donc commençons par mener le vrai combat. Ensuite, mon ami voilà, de l'AGC a fait une contribution par rapport donc, au combat. Il faut revoir un peu un certain nombre de choses, ce qui est intéressant. Et aussi, il faut associer le syndicalisme même réellement au combat panafricain. Parce que les syndicalistes, à l'époque, ont beaucoup milité dans le panafricanisme, surtout dans le combat panafricanisme, et surtout en France. Voilà. Donc ce serait intéressant que vous puissiez descendre sur le terrain panafricain et que de plus en plus, dans le mouvement, dans le discours des syndicalistes africains, qu'il y ait un discours panafricain. Je ne parle pas de slogan panafricain. Je ne parle pas de gros mots. Je ne parle pas de bouts de phrases qu'on prend dans un bouquin. Je parle d'une véritable conscience panafricaine qui nous met en mouvement. Parce que c'est vous qui contrôlez les universités. C'est vous qui contrôlez les humeurs des gens, des jeunes. Mais lorsque vous prenez souvent les plateformes revendicatives des syndicalistes, à peine même s'ils demandent de vrais bouquins pour les universités, les bibliothèques. Bizarrement, tu regardes ce qui préoccupe la plupart des plateformes revendicatives. On veut un bon lit, on veut qu'on augmente le nombre de plats à manger, on veut qu'on diminue le prix, on veut, c'est bien. Mais après, l'esprit, ça se nourrit. Il faut accorder une place importante à l'esprit. Parce que quand on est étudiant, notre fonction première, c'est étudier. Étudiant qui étudie. C'est en français. Donc, manger vient en appui pour créer les conditions de l'étude et de la réflexion. Mais lorsque manger devient l'objectif premier d'un mouvement syndical, il n'a pas compris ce pourquoi il a été créé. Donc, il faut qu'on travaille à réformer les mouvements syndicaux. Donc, il faut qu'on commence à faire en sorte que les mouvements de syndicalistes puissent commencer à intégrer la formation intellectuelle des étudiants d'abord comme premier élément de plateforme. Et c'est le premier élément que quand je regarde le premier élément, que c'est manger, je ne t'attends pas sérieux. Il faut que ce soit ça qui soit le premier. C'est comme ça que je mesure le sérieux. Ok, voilà. Donc c'est très important que, et j'espère que tous les mouvements, parce que je connais beaucoup de camarades, et bizarrement, la plupart de mes camarades sont des syndicalistes.
La F, par exemple, la FF, la GECI, la COECI, pas seulement ici, même à Ouaga. Et pour une anecdote, un temps, il y a eu un petit foufou à l'université de Ouaga entre les syndicalistes. Donc l'ANEB, qui est un peu le cousin à la F ici, et puis la FBF, la FECIBF, puisqu'il y a une section, et puis le cas 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, qui est un mouvement de panafricain. Et quand ça a commencé à chauffer, entre les trois, ils ont voulu s'allumer. Mais bizarrement, c'est que le secrétaire général de la NEP, c'est mon cousin. Le secrétaire général de la FECIBF, à l'époque, qui est à la César, Bruno Yamego, c'est mon cousin. Lianwe, Serge Bayala de K 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, c'est mon petit que j'ai formé qui dormait chez moi. Donc quand les gars ils arrivent chez moi, ils se retrouvent les trois. Ils disent, bon, si vous voulez vous taper sur le campus, vous pouvez vous réfugier chez moi. Bon, je serai obligé de faire la paix, parce que vous allez vous retrouver dans mes salons. Donc c'est pour vous dire que finalement, et c'est des combats de rue, hein, des combats de restaurants universitaires. Hein. C'est pour ça qu'ils ont failli se tabasser. C'est pas pour les... Alors qu'à la bibliothèque, il n'y a même pas de bons lits. Il n'y a même pas de bonne climatisation. À peine s'il y a de la place pour tout le monde, mais ça ne préoccupe pas trop. On veut manger d'abord. Donc c'est pour vous dire que c'est pour lancer un appel à tous les syndicats. Si vous commencez à intégrer ces éléments, vous allez voir que de plus en plus, on va vous craindre. Quand un père entend qu'à l'université de Cocody, les étudiants marchent parce que tout simplement, les bibliothèques, il n'y a pas de livres. Mais c'est normal qu'ils revendiquent ça. Parce que vous êtes là pour étudier. Quand on vous dit que vous n'avez pas accès au Wi-Fi dans certains endroits, mais il faut réclamer ça, il faut dire oui, on va dire c'est normal, les enfants là, ils veulent étudier. Quand vous allez leur dire que des gens de votre génération dans d'autres universités vivent dans des vraies conditions d'études et qui sont en avance sur nous et qu'on ne peut pas se développer, c'est normal. Moi, quand mon professeur coréen me parle de l'éducation en Corée, mais vous êtes assis et vous dites, mais qu'est-ce que nous on fait? Les entreprises viennent recruter sur le campus. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? Tu finis, tu vas chercher, tu fuis pour chercher entreprise même tu fuis entre la peste. Parce qu'on dit quoi? Que tu es venu à l'université pour bouffer. 1. Deuxièmement, comme tu n'étudies pas, tu payes les diplômes. 2. Donc finalement, on ne comprend pas à quoi ça sert notre université quand on nous forme pour nous déverser dans la rue. Vous arrivez à remarquer un peu la plupart des gens qu'on nomme. Et ils ont bossé soit ailleurs. Hein. Ils commencent un peu ici, ils vont finir dans les grandes universités. Que ce soit à Ouaga, que ce soit ici, on n'a jamais pris quelqu'un qui a eu son doctorat à l'université de Cocody ou de Ouaga. Il faut qu'il ajoute un peu Nancy 3 ou je ne sais pas quoi. Donc il faut qu'on travaille à réformer notre système éducatif pour le rendre plus apte à nous permettre de développer notre pays. Et ensuite, par rapport à la mort de Muammar Kadhafi, le véritable panafricanisme, comme disait le frère, n'est pas ami de la France et ami des Occidentaux. En fait, en réalité, le véritable panafricanisme n'est ni ami ni ennemi de personne. Le véritable panafricanisme est un mouvement de solidarité des Africains pour la libération du peuple africain, son affirmation, pour qu'on le respecte sur l'échiquier mondial. Autrement dit, nous ne venons pas pour mener la guerre contre les autres, on vient pour nous affranchir, pour nous développer. C'est une question de rapport de force. Maintenant, le truc, c'est qu'on est obligé, pour nous faire respecter, de renverser les rapports de force. Comme disait quelqu'un dans une stratégie de guerre, il y a deux situations possibles. Il y a une situation de dominé, une situation de dominant. Il faut toujours, lorsque tu veux entrer dans une dynamique, dans un état de rapport de force avec quelqu'un, savoir l'état dans lequel tu es. Suis-je dominé? Si oui, est-ce que je vais sortir de mon état de dominé et que dois-je faire? 2. Suis-je dominant? Est-ce que je souhaiterais rester dominant et que dois-je faire? C'est très important. Mais quand on ne pense pas tous ces éléments et qu'on pense qu'on a ennemi devant, on a adversaire, on oublie qu'en réalité, le premier adversaire que nous devons combattre, c'est nous-mêmes. C'est notre paresse. C'est notre incapacité à pousser la réflexion plus loin. Ce sont les petites choses qui nous rendent aigris les uns les autres, incapables de solidarité entre nous. C'est ça d'abord le premier ennemi contre d'abord la libération du peuple africain. Lorsqu'on va réussir à nous libérer des propres chaînes qui nous lient nous-mêmes à notre incapacité à nous élever, vous allez voir que les autres seront condamnés à nous respecter parce qu'ils savent la force qu'on représente. Mais comme pour le moment, quand moi je vais parler ainsi, on dira mais qu'est ce petit là qui est en train de raconter des choses là-bas? Quelqu'un va enregistrer, ils vont envoyer ça quelque part, ils vont dire, ah, il y a un petit qui est en train de créer les troupes, ils vont me coincer quelque part dans un angle mort, ils vont dire qu'il y a un apprenti Baka qui m'a cogné, et puis bon voilà, c'est fini, c'est un frère africain, juste parce qu'il a besoin d'être tombé quelque part, il va faire des petites conneries. Mais c'est ça qui tue et plombe l'Afrique aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrive à sortir de ça, mon frère. Et je pense que si on fait ce pas-là, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à se développer. Un autre élément important, quand est-ce que l'Afrique va se développer, c'est mon ami Kouan Sibaï, et comment l'Afrique et la jeunesse africaine doivent faire pour contribuer au développement de l'Afrique.
Déjà, pour se développer, il y a plusieurs niveaux. Comme je l'ai dit, d'un point de vue culturel et historique, Diop a prôné ce qu'on appelle la primauté de la conscience historique comme étant le carburant qui va nous mettre en avant. C'est-à-dire, on ne peut pas valoriser et protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Par exemple, l'Allemagne de Hitler, par exemple, a pu se développer parce qu'on ne parle pas de Hitler d'un point de vue politique, moi ça ne m'intéresse pas. Mais d'un point de vue économique, le développement de l'Allemagne a été impulsé par les nazis de Hitler. Il a dit, on ne peut pas développer un peuple si on ne l'aime pas. Il dit que les Allemands disparaîtront, mais l'Allemagne restera. Nous avons l'obligation de faire en sorte que l'Allemagne puisse être quelque chose qui valorise l'allemand. Aujourd'hui, nous en tant qu'Africains, comment nous réfléchissons par rapport à l'Afrique? C'est très important. Aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, on commence d'abord par négliger, insulter l'Afrique avant de chercher à comprendre l'Afrique. Donc il y a une situation de négation de soi. Or, l'imitation est une négation de soi. Lorsqu'on nie l'original, vous savez que la photocopie est une négation de l'original. C'est une mauvaise copie de toutes les façons. Donc aujourd'hui, il faut qu'on commence par penser africain et à aimer l'Afrique d'abord. Une fois qu'on aime l'Afrique, on commence par poser les actes qu'il faut pour l'Afrique. Vous vous imaginez qu'en 2015, les statistiques du CADTM par rapport à l'endettement disent que les dépôts de fonds dans les comptes, dans les banques du Nord, représentent 15 fois la dette de l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'on prend l'Afrique, toute l'Afrique subsaharienne, les peuples africains peuvent rembourser 15 fois notre propre